Le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu un échange avec la diaspora congolaise vivant en Chine. Il est revenu sur la mission de l'EAC, l'économie et les manifestations des opposants à quelques mois des élections. Étouffés par les forces de l'ordre, les opposants ont résisté pendant un moment, mais n'ont pas réussi à déposer leur mémo au siège de la CENI, point de chute de leur sit-in, pour dénoncer un processus électoral chaotique. Les kimbanguistes du monde entier ont célébré ce jeudi leur Noël, une fête commémorative de Jésus-Christ qui a coïncidé avec la naissance de leur autre leader spirituel, Dialungana. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur Télé 50. En marge de sa première visite en Chine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, était face à la diaspora congolaise en Chine. Mission de l'EAC en République démocratique du Congo, économie, élection de 2023, manifestation de l'opposition. Tous ces sujets ont été passés au pain de fin durant cette rencontre. Matinée très mouvementée dans le centre-ville de Kinshasa. Les 4 leaders de l'opposition ont défié la police pour déposer leur mémorandum au siège de la CENI à 1 minute de la gare centrale. En conséquence, les activités ont été sérieusement bouleversées parce qu'il fallait absolument fouiller toutes les entrées. Epengue bousculé avec son légendaire ballon. Chiboba repousse les enfants pour éviter un remix de samedi. Nous ne voulons pas voir des petits enfants. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir que tout enfant que nous sommes en train de voir dans la foule, nous les extirpons. Dende avec des mots durs à l'endroit de Félix Tshisekedi. Comme si c'était un spectacle qui se déroule au pied du bâtiment qui servait autrefois des locaux pour la BCDC. Nous sommes à quelques pas seulement du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, mais la police empêche la population d'accéder à ce précaré. En tête de délégation, tous vêtus de blanc, on peut voir Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga, Matata Pogno ou encore Seth Kikouni, déterminés à déposer leur mémorandum au siège de la CENI. Ils ne croient pas un seul instant que Denis Kadima soit capable d'organiser des bonnes élections. À tout moment, les esprits s'échauffent, mais jusque vers 12 h, la police s'est efforcée à se comporter mieux que le week-end. Pas de tirs de sommation ou encore des gaz lacrymogènes, seul un gros camion tente de dissuader la foule sans succès. Au centre-ville, où les entrées sont strictement filtrées depuis ce matin, c'est une journée de moins pour les commerçants du quotidien. Ce que les leaders de l'opposition réclament dans la rue depuis samedi dernier, ce sont des élections crédibles. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Délice Sanga ne croient pas en la sincérité de la démarche actuelle de Denis Kadima. Ils ont dit répéter à notre équipe sur place tout en dénonçant une dérive dictatoriale dans le comportement du pouvoir. Dire notre rejet total du chaos électoral, dire non à la dictature qui s'installe, dire non à la restriction de l'espace politique. On ne peut pas aller à des élections réputées libres, démocratiques et transparentes alors que nous n'avons pas la liberté de nous exprimer. La preuve, elle est là aujourd'hui. Si la CENI ne se reprochait pas quelque chose, pourquoi il n'accepterait pas que les gens puissent manifester devant? Si la CENI ne se reprochait pas quelque chose, pourquoi doit-elle s'enfermer dans l'illégalité? Si le gouvernement ne se reprochait pas quelque chose, pourquoi ne pas laisser les 4 leaders qui sont en harmonie avec la population aller faire les sit-ins? Nous sommes ici pour exprimer le vœu de la population. La population congolaise, le peuple congolais, veut les institutions et les dirigeants de ces institutions qui soient légitimes. Nous ne voulons pas des gens comme Tshisekedi qui n'a pas été élu et on le voit aujourd'hui faire des choses qu'il ne peut pas faire. Quand les gens demandent la transparence dans le processus, quand on demande d'auditer le fichier électoral, est-ce un péché? Je ne crois pas. Moi, je crois que nous allons rester ici et nous allons continuer à marcher aussi longtemps que l'État, jusque-là, ne considère plus le peuple congolais. Pour moi, le plus important, c'est c'est de montrer à la face du monde et surtout au peuple congolais qui souffre
à l'est du Congo que nous nous battons pour un état de droit. Fin ce jeudi de la réunion du comité de ministres de la communauté des développements de l'Afrique australe, chargé de la gestion des risques de catastrophe, débutée le 23 mai dernier. Ces assises ont été sanctionnées par la signature du protocole d'accord intergouvernemental pour l'établissement du centre d'opération humanitaire et d'urgence par les États. Une occasion pour le président du comité de ministres de la SADC chargé de la gestion des catastrophes, le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, d'inviter les États membres à plus d'engagement. Cette cérémonie d'ouverture et de clôture de la réunion du comité des ministres de la SADC chargé de la gestion des risques de catastrophe a été ponctuée par la signature du protocole d'accord intergouvernemental pour l'établissement du centre d'opérations humanitaires et d'urgence par les États membres. Un signal fort qui dénote de l'engagement des pays membres de la SADC de mener une lutte efficace contre le changement climatique. Profitant de l'occasion, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et président du comité des ministres de la SADC chargé de la gestion des catastrophes, Peter Kazadi, a dans son mot d'ouverture exhorté les autres pays membres qui traînent encore le pas à faire de même. Je suis très réconforté par votre présence en ce moment où la République démocratique du Congo est victime d'une catastrophe naturelle dans sa partie est. Précisément dans les territoires des Galégués, province du Sud-Kivu, où les pluies diluviennes ont entraîné la coulée de la boue, occasionnant 436 morts et plus de 5000 personnes portées disparues, sans compter d'importants dégâts matériels. Comme vous le savez, les catastrophes sont des circonstances imprévisibles et parfois transfrontalières. Le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, a reçu une importante délégation des jeunes Congolais bénéficiaires de la bourse de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour participer au programme de département américain dénommé Mandela Washington Fellowships. Cette délégation de jeunes Congolais bénéficiaires de la bourse américaine conduite par Monica, la conseillère à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, a bénéficié des sages conseils puisés de la riche expérience du speaker de la Chambre haute du Parlement. Le choix porté sur Modeste Bahati-Lukwebo est justifié par le fait que ce dernier est pris comme modèle d'un homme issu d'une famille modeste, mais qui a réussi tant sur le plan politique que dans le domaine des affaires. Car au-delà de sa casquette politique, cet agriculteur est promoteur de plusieurs entreprises dans son pays, la République démocratique du Congo. Bahati-Lukwebo, qui est aussi un modèle d'entrepreneur florissant, a partagé son expérience avec ces jeunes Congolais avant leur départ pour le pays de l'oncle Sam. Les bénéficiaires congolais de la bourse américaine ont donc dit toute leur admiration à l'endroit de leur illustre hôte. S'il faut parler en des termes beaucoup plus personnels, je n'avais aucune idée du parcours de titan. C'est un énorme parcours. L'honorable président nous a parlé de son autre facette, sa facette d'entrepreneur. Comment il est parti de rien pour arriver jusqu'au sommet. Je pense que c'était la plus grande matière, un gros boost qui vont sûrement capitaliser tous ces 18 jeunes qui nous viennent de 7 différentes villes de la RDC. Ces jeunes entrepreneurs congolais se rendront le mois prochain aux États-Unis pour une formation en leadership dans 20 meilleures universités américaines, histoire de partager leurs expériences avec les jeunes Américains. En vue de matérialiser l'accord cadre relatif à la conception et au développement de la zone économique spéciale de Kin-Malibu, signé le 16 septembre 2022 entre le gouvernement congolais et la société Ariz, l'agence des zones économiques spéciales a procédé à la signature avec la société d'investissement et de développement industriel du Congo du contrat d'aménagement sur les sites de Kin-Malibu. L'Agence des zones économiques spéciales et la Société d'investissement et de développement industriel du Congo ont entamé les négociations contractuelles qui ont abouti ces jours à la signature du contrat d'aménagement relatif au développement, à l'exploitation et à la gestion de la ZES de Kin-Malibu, et c'est en présence du secrétaire général représentant le ministre de l'Industrie. Pour le ministère de l'Industrie, la réalisation de la vision
de réindustrialisation de la RDC que porte le président de la République, chef de l'État, passe nécessairement par la création de zones économiques spéciales pour permettre la transformation localement des ressources naturelles dont regorge le pays. Une étape très vitale pour l'aménageur, en l'occurrence la société Sidic Sahu, qui doit lancer les travaux de construction ou d'aménagement de la ZES en dehors 12 mois et surtout bénéficier des avantages prévus par la législation congolaise en la matière. La loi veut qu'après la signature du contrat d'aménagement entre la ZES, qui est le représentant de l'État en cette matière, et l'aménageur, que les deux ministres du gouvernement central, c'est-à-dire le ministre des Finances et le ministre de l'Industrie, approuvent ces contrats à travers la signature d'un arrêté interministériel. Et après ça, l'étape pratique maintenant, c'est la construction de cette zone économique spéciale. La ZES de Kinmalebo est le fruit du partenariat entre le gouvernement de la RDC et la société Aris, une firme spécialisée dans l'aménagement et la gestion des ZES en Afrique. L'Assemblée générale des lignes maritimes congolaises a adopté hier à l'unanimité les propositions du Conseil d'administration sur les nouvelles dispositions du statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, repris dans le dernier décret du Premier ministre. Les sociétés du portefeuille de l'État congolais sont appelées à se conformer aux recommandations du décret du Premier ministre du 12 avril 2023 sur le statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État. Aux lignes maritimes congolaises, l'Assemblée générale représentant l'actionnaire unique, l'État congolais, a adopté à l'unanimité les propositions du Conseil d'administration de l'armement national, une satisfaction pour le président du Conseil d'administration de LMC, Lambert Mendo Malanga. Nous tenons à nous conformer à la loi Rwanda et à ce décret qui restructure en quelque sorte toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Nous devions faire des propositions à l'Assemblée générale de l'État actionnaire unique et immédiatement après cette Assemblée générale s'est tenue et l'État actionnaire unique a adopté les propositions qui sont venues du Conseil d'administration. Le géant de mer va s'adapter aux nouvelles dispositions de ce décret édicté par l'État congolais, son propriétaire, des propositions qui s'inscrivent dans le plan de relance 2023-2027 de LMC, a rassuré le PCA. S'adapter à cette nouvelle disposition qui a été édictée par l'État, qui est le propriétaire des entreprises du portefeuille. Naturellement qu'il s'inscrit dans le plan de relance de notre entreprise, mais je tiens à préciser que le décret du Premier ministre porte sur l'ensemble des entreprises du portefeuille de l'État, pas seulement des lignes maritimes congolaises. Toutes les dispositions du statut des mandataires qui portaient confusion ont été traitées au cours de ces travaux qui ont pris 2 jours. Et la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga, a dépêché une délégation en urgence dans les cités de Bukama et Kinkonja. L'objectif est de maîtriser la situation liée aux inondations causées par les débordements des eaux du lit du fleuve Congo. Un grand lot de médicaments a été apporté aux autorités de ces 2 entités pour prévenir de maladies hydriques. C'est une délégation du gouvernement provincial du Haut-Lomami, dépêchée par la gouverneure dans les territoires de Bukama. Commissaire aux actions humanitaires, le ministre des Infrastructures, un autre député provincial. C'est la composition de l'expédition de la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi pour palper du doigt la situation causée par l'inondation du débordement des eaux du lit du fleuve Congo au niveau de Bukama. Sur place, la délégation a tenu une réunion d'urgence pour évaluer la situation avant la descente sur terrain, envahie par les eaux dont la vie est précaire. Un lot important de médicaments a été remis à l'autorité locale pour maîtriser les maladies hydriques. Geste salué par la population. Nous tenons à remercier sincèrement notre gouverneur de la province du Haut-Lomami pour ces gestes qui vient d'être récit dans notre cité de Bukama. Ainsi, nous disons que nous restons vraiment reconnaissants à cet acte ici. Un autre lot de médicaments a été affecté à la zone de santé de Kinkonja pour anticiper le choléra et plusieurs autres maladies hydriques. À l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a présidé une importante réunion des membres du comité technique provincial de suivi des travaux du programme de développement local des 145 territoires dans la province, à l'issue de laquelle les membres de cet organe ont fait un constat amer. Les travaux n'évoluent pas comme prévu.
À en croire les représentants de la CFF, cellule des financements en faveur des États faibles, l'agence d'exécution des travaux de PDL 145 territoires dans la province de l'Équateur, 30% des fonds prévus pour ces travaux ont été débloqués et remis aux entreprises retenues pour la réalisation des travaux. Mais la question qui se pose est de savoir pourquoi sur terrain les choses peinent et ne marche pas comme prévu. Pour la plupart des membres du comité technique des suivis, les travaux des 145 territoires pointent du doigt et accusent les manques des sérieux et maîtrise dans les chefs des entreprises retenues par la CFF. Nous ne sommes pas satisfaits. Comme les représentants de la population, nous avons compris que c'est les CONA qui bloquent la province de l'Équateur. C'est-à-dire, tout est en rouge. Tout est en rouge. Et heureusement, le président, qui est le gouverneur de la province, a projeté une réunion extraordinaire pour les vendredis. Et nous savons que ces vendredis-là, nous aurons des recommandations que nous allons soumettre. Mais nous ne sommes pas satisfaits. C'est-à-dire, c'est comme si la province de l'Équateur est visée par les gens de mauvaise foi. Comme les représentants de la population, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons aller jusqu'au bout pour obtenir les gains de cause. C'est-à-dire, nous devons vivre la matérialisation du projet de 145 territoires dans notre province. Une situation qui inquiète les Équatoriens et qui veulent voir leur province être désenclavée. Entre-temps, les jeunes ressortissants de la province de l'Équateur accusent les autorités provinciales du détournement des fonds destinés aux sinistrés des inondations des bassins Koussou. Réunis à Kinshasa, ces jeunes de l'Équateur demandent à la justice de diligenter une enquête pour traquer toute personne qui aurait détourné ces fonds du gouvernement central. Dans une déclaration faite à Kinshasa, le jeune ressortissant de la province de l'Équateur en général et ceux de Bassam-Koussou en particulier ont condamné avec amertume les détournements des fonds destinés aux sinistrés des inondations à Bassam-Koussou. En effet, le gouvernement de la République avait décaissé au profit des sinistrés une colossale somme de $500 000, équivalent de 1,129 francs congolais. Dans le cadre de l'aide sociale et humanitaire du pays à sa population. Fort malheureusement, et contre toute attente, cette importante somme d'argent est portée disparue, comme rapporte le ministre national des Affaires sociales dans sa lettre numéro 4.1000/Affaires sociales A-H-MMM/0090/2023 adressé à son collègue des finances en date du 16 mai 2023. Ce genre de choses n'honore pas la province de l'Équateur, estime le ressortissant de ce coin du pays. Cet état de choses qui viole la vision du président de la République est également dénoncé par l'ONG ACAJ par les biais de son président, Maître Georges Kapiamba, ainsi qu'un autre compatriote, M. Pascal Moulegua, et le jeune leader de l'Équateur, M. Joël Ilangila. Par ailleurs, il demande aux autorités compétentes d'ouvrir les enquêtes pour traquer toute personne qui aurait détourné les fonds destinés aux sinistrés des inondations de Bassam-Koussou. Parlant infrastructure dans ce journal, les routes Kilobé-Lobé et Kamasaka, dont les travaux de modernisation ont été initiés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, avancent normalement. C'est les constats faits par le gouverneur de province, Jacques Kiaboula, qui a effectué une visite d'inspection. Le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a consacré l'après-midi de ce mercredi 24 mai 2023 à l'inspection des différents chantiers routiers initiés par son gouvernement. Première étape, la route Kamasaka. Le chef de l'exécutif provincial veut se rassurer de l'évolution des travaux amorcés il y a de cela quelques temps. Sur place, le gouverneur, accompagné de son ministre provincial des infrastructures, Eric Sakouye Maloukwessa, va recevoir des explications sur les travaux en cours. Plus d'1 km 750 mètres de route a déjà été asphalté. Il reste 3 km 300 à asphalter qui sont déjà à l'étape de la stabilisation de la plateforme. Les travaux d'assainissement se poursuivent, ont indiqué les ingénieurs de l'entreprise Malta Forest qui exécutent les travaux sous la supervision de l'OVD. Les travaux de modernisation de cette route vont se poursuivre avec un nouveau pont moderne qui sera jeté sur la rivière Kamasaka en remplacement de l'actuel. Des actions du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué saluées par la population de ces coins. Poursuivant sa descente dans les fins fonds de la ville de Lubumbashi,
le gouverneur va se rendre sur la route Kilobé-Lobé. Ici, c'est une nouvelle route qui est construite par Jacques Kaboula-Katoué. Le trafic routier est fluide grâce à la qualité de la route. Le gouverneur Jacques Kaboula-Katoué est satisfait de l'évolution des travaux. Nous sommes satisfaits de voir que la population aussi est contente, de voir que nous n'avons pas oublié les quartiers populaires, mais voilà, nous sommes là et nous sommes en train de tout faire pour que la population soit servie comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est la route Kilobé-Lobé prolongée que nous construisons pour la première fois, et la route Kamasaka et Galba. Et donc de ce côté, nous sommes sur les deux projets, les deux tronçons qui peuvent se terminer d'ici 2-3 mois. Et donc nous pourrons avoir des routes assez solides de ce côté-ci. Avant de quitter Kilobé-Lobé, le premier Déo Katangé a eu un moment d'échange avec la population de cette partie de la capitale du cuivre, qui lui a témoigné son appui pour avoir permis le désenclavement de sa contrée, tout en sollicitant son implication dans la réfection du pont qui relie Kilobé-Lobé. Élection de 2023, l'Union des femmes engagées pour la réélection de Félix Tshisekedi, c'est le nom de la nouvelle plateforme initiée par la présidente de MIFDA, Mami Moujani Freebox. L'annonce a été faite au cours de la conférence de presse et à cette occasion, plusieurs femmes ont signé leur adhésion à cette structure. Dans l'optique de contribuer et jouer largement sa partition dans l'obtention du deuxième mandat par le chef de l'État, Mami Moujani Freebox a initié une plateforme dénommée Union des femmes engagées pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi, dont la sortie officielle est intervenue il y a quelques jours dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères devant les femmes dynamiques, membres des différentes associations. L'UFRF s'est donné une mission de contribuer à la réélection totale, je dis bien totale, et écrasante du président Fachi en 2023. Mais aussi d'hausser le taux de participation de la femme dans les institutions politiques du pays. Et c'est mercredi 24 mai, l'Union des femmes engagées pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi, IFRF en sigle, a, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, précisé l'ensemble des objectifs, dont les soutiens aux actions du chef de l'État. Il était question aujourd'hui de préciser les objectifs et aussi les missions de l'UFRF, qui sont à ne pas confondre avec une plateforme politique qui ne va pas aligner les femmes aux élections, qui ne va pas aligner les candidates aux élections, mais plutôt les gens doivent comprendre que c'est une plateforme électorale et de campagne pour le chef de l'État. À cette occasion, plusieurs femmes ont signé leur adhésion à cette plateforme dont l'objectif final, rappelons-le, est de donner un second mandat au président Tshisekedi. Après sa nomination au poste d'ambassadeur itinérant du président de la République Félix Tshisekedi, la base de Claude Ibalanki de la ville de Kikwit et quelques membres de sa famille politique étaient dans la rue pour lui témoigner leur soutien et remercier le chef de l'État pour la nomination d'un des leurs. Benjamin Moudiata nous en parle. Après avoir longuement prouvé sa loyauté au président de la République, Félix Tshisekedi, Claude Ibalanki a été nommé au poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'État d'après l'ordonnance lue sur la chaîne nationale annonçant de nouvelles retouches du cabinet du président de la République le mardi 23 mai dernier. Sa base de la ville de Kikwit, chef-lieu de la province du Kwilu, n'est pas restée indifférente face à cette nomination qui n'a par ailleurs que récompensé auprès du chef de l'État le travail d'excellence qu'a le vaillant Claude Ibalanki à en croire ses partisans de la ville de Kikwit. Voilà comment la ville de Kikwit remercie le chef de l'État pour la nomination de notre autorité morale du parti L'Excellence, Claude Ibalanki, comme ambassadeur itinérant du président de la République. Et promettons une victoire écrasante aux élections 2023 au président de la République. Hier, coordonnateur du mécanisme national de suivi et aujourd'hui ambassadeur itinérant du chef de l'État, calme et serein, l'homme demeure égal à lui-même.
En prélude de la journée mondiale des donneurs de sang, Abigail Ouanzami, promotrice de la fondation Awalus, a visité le Centre national de transfusion sanguine afin de s'enquérir du fonctionnement de ses services publics. D'une pierre deux coups, Abigail Ouanzami a prêché par l'exemple en donnant son sang. À son arrivée à la tête d'une forte délégation, Abigail Ouanzami Lusambo, promotrice de la fondation Awalus et administrateur du FPI, a été reçu par la chargée de l'administration, finance et communication du Centre national de transfusion sanguine qui lui conduira auprès du directeur général Missingi Aye Pacifique. Une occasion pour ce dernier de faire un état des lieux de son service. En ce moment particulier, très sensible, autour de l'effervescence de la préparation de la journée mondiale des donneurs bénévoles de sang, que nous soyons visités par une dame de trop de qualité, très sensible et qui, au-delà de la visite, venait de faire un don bénévole de sang. Initié dans le bien-être universel, la plus douée de sa génération prêchera par l'exemple en donnant son sang à titre de bénévole. Un geste qui sera emboîté par les membres de sa délégation. La très populaire jeune leader Abigail Ouanzami Lusambo promet d'accompagner ce service public. Je suis sûre que j'ai sauvé une vie en donnant de mon sang. Le don de sang est une marque qui raffermit les liens sociaux et même par cet acte, ça contribue à établir une nation fondée par l'amour du prochain. Nous avions eu à établir certains problèmes ou désidérata ensemble avec les DG. Nous allons voir en quelle mesure du possible faire entendre leur voix aux personnes concernées et comment apporter des solutions aux problèmes. Une visite guidée et explication sur les prouesses réalisées par ce service public a clôturé cette visite. L'association sans but lucratif Women of Faith continue de donner les sourires aux sinistrés de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022. Ce jeudi 25 mai, à la maison communale de Bandalungwa, de ménages des 6 communes de la capitale ont reçu des vivres et non-vivres de main de l'association qui dirige Nadine Bandé. Après la première phase en janvier, l'association Women of Faith vient avec la deuxième phase en assistant 600 nouveaux ménages répartis dans 6 communes les plus touchées par la pluie diluvienne de décembre 2022 à Kinshasa. Il s'agit des municipalités des Bandalungwa, Bumbu, Limete, Mongafula, Ngaliema et Massina. Nous avons assisté à la première phase, nous avons ciblé 5 communes. Et parmi les 5 communes, après la distribution, nous avons remarqué qu'il y a tant d'autres qui sont restés. Et aujourd'hui, nous venons d'assister les sinistrés restants de nos listes passées. Comme lors de la première phase, Women of Faith a reçu les financements de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qui agit en application de l'Évangile. Croyons en tant que chrétiens, nous devons suivre le commandement qu'il nous a légué, qu'il nous a donné, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'une des manières pour nous de montrer l'amour envers notre prochain, c'est de pouvoir faire ce genre d'action. Il a dit que j'avais faim et vous m'avez donné à manger. C'est l'une des façons pour nous de montrer que nous aimons notre prochain en lui apportant un peu de sourire dans la vie avec ces petits dons qu'on vient de faire aujourd'hui. Un lot important de vivres et non-vivres remis aux bénéficiaires, visiblement très reconnaissants. En tout cas, papa, cette cérémonie de remise a été organisée en présence du bourgmestre de la commune des Bandalungwa. Les fidèles de l'église kimbangiste ont célébré leur Noël ce 25 mai, une fête commémorative de Jésus-Christ qui a coïncidé avec la naissance de leur autre leader spirituel Dialungana. Héritier Tamboa était au centre d'accueil des kimbangistes dans la commune de Kasavubu. Ils sont des milliers de fidèles kimbanguistes à se réunir en cette date le 25 mai au centre d'accueil pour célébrer la naissance de Jésus-Christ dans la peau des Papa Dialungana Kiangani, fils du prophète Simon Kimbangu. Tous vêtus aux couleurs de l'église, celle qui incarne la nature, c'est une immense joie pour ces fidèles. Content de célébrer la nativité de Papa Dialungana Kiangani. Voilà pourquoi on est tous venus faire le carnaval pour participer à l'ambiance de la journée. Cette fête des nativités des Papa Dialungana Kiangani est célébrée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et partout à travers le monde où elle est implantée. Mes impressions, je suis très content de vivre cette journée en République du Congo à Kinshasa, parce que moi je vis à Paris avec ma femme. Donc aujourd'hui c'est une journée grandiose pour moi.
il se destine à l'écho à cette date du 25 mai. Les fidèles de cette église ont laissé leur paroisse pour venir justement ici au centre d'accueil pour célébrer la naissance de Jésus-Christ dans la peau de Papa Dialungana Kiangani, fils de Simon Kimbangu. Depuis centre d'accueil à Kinshasa dans la commune de Kassavubu, Héritier Tamboa pour le compte de Télé 50. Une très grande annonce pour les moments de vacances qui s'approchent avec Canal+. Du 25 mai au 30 juin prochain, les abonnés et les prospects sont appelés à vivre le festival des cadeaux lancé en conférence de presse hier mercredi à l'hôtel Memling. À chaque réabonnement, à cette période, Canal+ va offrir plusieurs avantages. Bientôt les vacances, Canal+ RDC pense à ses abonnés et à tous les prospects. Devant la presse, Canal+ lance une nouvelle promotion dénommée Canal+ fait son festival. Un festival des offres, des programmes et des cadeaux qui va du 25 mai au 30 juin 2023 au bonheur de la population. Cette année-ci, on a décidé de faire une promotion qui s'appelle Canal+ fait son festival. Le festival consiste en quoi? À dérouler le tapis rouge pour nos abonnés et pour les prospects, pour leur montrer ô combien ils sont importants pour nous. Et dans ce cadre, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre non seulement en place des offres qui sont alléchantes, pour tous les prospects, ce qu'on leur propose, c'est être recruté, donc acheter son décodeur à 10 $ à partir de la formule Access, avec l'installation qui sera à 5 $. Ça, c'est pour les prospects. Et pour les personnes qui sont déjà abonnées Canal+, on leur propose à chaque fois qu'ils vont se réabonner à la même formule qu'ils ont aujourd'hui, d'avoir droit à 15 jours à tout Canal+, tout le long du mois de juin. Donc à partir de demain jusqu'à la fin du mois de juin. Ça, c'est ce qu'on leur propose. Nous proposons aussi un festival en fait dans la programmation. On a pas mal de programmes qu'on leur ajoute aussi sur la partie divertissement avec une nouvelle émission qui arrive sur Canal+ Pop, Total Relooking. Canal+ se montre très généreux vis-à-vis des abonnés et des prospects de tous les territoires congolais avec des cadeaux constitués des frais scolaires, des groupes électrogènes, des motos, des téléviseurs, des frigos et des abonnements de Canal+. Avant de se quitter, on prend les rappels des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu un échange avec la diaspora congolaise vivant en Chine. Il est revenu sur la mission de l'EAC, l'économie et les manifestations des opposants à quelques mois des élections. Étouffés par les forces de l'ordre, les opposants ont résisté pendant un moment, mais n'ont pas réussi à déposer leur mémo au siège de la CENI, point de chute de leur sit-in, pour dénoncer un processus électoral chaotique. Les kimbandistes du monde entier ont célébré ce jeudi leur Noël, une fête commémorative de Jésus-Christ qui a coïncidé avec la naissance de leur autre leader spirituel, Dialungana. Merci de continuer à nous faire confiance. Pour plus d'infos, rejoignez-nous sur Banamboka Congo via YouTube. L'actualité reste incontinue.